Bonjour, une nouvelle de Sherlock Holmes, l'homme à la lèvre tordue. Isa Whitney, frère de feu Elias Whitney, docteur en théologie et principal de la faculté de théologie de Saint-Georges, était un opiomane invétéré. L'habitude lui en était venue, d'après ce que j'ai compris, de quelques lubies saugrenues lorsqu'il était à l'université. Après avoir lu Thomas de Quincey et la description qu'il donnait de ses rêves et de ses sensations, il avait mélangé à son tabac du laudanum pour tenter de produire les mêmes effets. Il constata, comme tant d'autres, que l'habitude est plus facile à contracter qu'à perdre, et cela faisait plusieurs années qu'il était esclave de la drogue, devenant tout à la fois un objet de pitié et d'horreur pour ses amis et sa famille. Je le revois encore avec son visage jaune et terreux, ses paupières tombantes et ses pupilles en tête d'épingle, tout entier recroquevillé dans un fauteuil, noble individu réduit à l'état d'épave et de ruine. Un soir, c'était en juin 1889, on sonna à ma porte, à peu près à l'heure où l'on commence à bâiller et à regarder l'heure. Je me redressai sur ma chaise, et ma femme reposa son ouvrage de couture sur ses genoux et exprima une légère contrariété. « Impatient, dit-elle. Il va falloir que vous sortiez. » Je grommelai car je venais tout juste de rentrer d'une journée harassante. Nous entendîmes la porte s'ouvrir, quelques mots précipités, puis des pas rapides sur le linoléum. Notre porte s'ouvrit et une dame vêtue de sombre et d'une voilette noire pénétra dans la pièce. « Vous m'excuserez de venir si tardivement, commença-t-elle. Et là, perdant soudain toute maîtrise d'elle-même, elle courut se jeter dans les bras de ma femme et se mit à sangloter sur son épaule. « Oh, ça va tellement mal, s'écria-t-elle, j'ai besoin d'aide. »« Tiens, dit ma femme en soulevant sa voilette, c'est Kate Whitney. Comme vous m'avez fait peur, Kate, je ne vous avais pas reconnue lorsque vous êtes entrée. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis venu directement chez vous. » C'était toujours comme ça, ma femme attirait les personnes malheureuses comme un phare les oiseaux. « C'est très gentil à vous d'être venu. Maintenant, vous allez prendre un peu de vin et d'eau et vous installer confortablement pour tout nous raconter. Ou préférez-vous que je demande à James de se retirer ? » « Oh non, je souhaite avoir l'avis du docteur et aussi son aide. C'est à propos d'Isa. Il n'est pas rentré à la maison depuis 2 jours. Je suis tellement inquiète à son sujet. » Ce n'était pas la première fois qu'elle nous parlait du problème de son mari, à moi en tant que médecin, à ma femme en tant que vieille amie et camarade d'école. Nous tentâmes de la calmer, de la réconforter comme nous le pûmes. Savait-elle où se trouvait son mari ? Nous était-il possible de le ramener auprès d'elle ? Cela semblait être le cas. On lui avait assuré que ces derniers temps, quand l'envie était trop forte, il se rendait dans une fumerie d'opium à l'extrême est de la City. Jusqu'ici, ses orgies ne duraient jamais plus d'1 journée, et il revenait, dans la soirée, les nerfs ébranlés et totalement défaits. Mais à présent, cela faisait 48 heures que ça durait, et il gisait là, sans doute parmi la faune des docks, inhalant le poison, ou dormant, assommé par ses effets. C'était là-bas qu'on le trouverait, elle en était certaine, au lingot d'or, dans Upper Shandon Lane. Mais qu'allait-elle faire ? Pourrait-elle, femme jeune et timide, s'introduire dans un endroit pareil et arracher son mari aux brutes qui l'entouraient ? Voilà quelle était la situation, et visiblement il n'y avait qu'une seule solution. Ne pourrais-je pas l'accompagner à cet endroit ? Puis, en y repensant, pourquoi viendrait-elle ? J'étais le conseiller médical d'Isa Whitney, et en tant que tel, j'avais de l'influence sur lui. Je m'en sortirais mieux si j'étais seul. Je lui donnai ma parole que je le renverrais chez lui dans un fiacre d'ici 2 heures s'il se trouvait bien à l'adresse qu'elle m'avait indiquée. Et 10 minutes plus tard donc, j'avais laissé mon fauteuil et mon douillet salon derrière moi et foncé vers l'est dans un fiacre, lancé dans une quête étrange, comme il me le sembla à cet instant, bien que seul l'avenir pût dire à quel point elle le fut. Je ne rencontrai toutefois guère de difficultés durant la première étape de mon aventure. Upper Shandon Lane était une rue infecte, tapie derrière les hauts quais qui longent la rive nord du fleuve à l'est de London Bridge. Entre un fripier et un magasin de spiritueux, en abordant une abrupte volée de marche menant vers un trou sombre comme l'entrée d'une caverne, je dénichai le repère que je cherchais. Ordonnant au cocher de m'attendre, je descendis les marches creusées par le piétinement incessant des ivrognes et, à la lumière vacillante d'une lampe à huile placée au-dessus de la porte, je trouvai le loquet et m'avançai dans une longue pièce basse, à l'atmosphère rendue épaisse et lourde par la fumée brune de l'opium, et bordée de couchettes en bois, comme le gaillard d'avant d'un navire de migrants. Dans l'obscurité, on pouvait vaguement distinguer des corps gisant dans des poses étranges et fantastiques, épaules voûtées, genoux repliés, tête rejetée en arrière et menton qui pointait,
et, çà et là, un œil sombre et terne tourné vers le nouvel arrivant. Au sein de ces ombres noires scintillaient de petits cercles de lumière rouge, tantôt luisants, tantôt pâlissants, selon l'intensité croissante ou décroissante du poison se consumant dans les fourneaux des pipes en métal. La plupart restaient silencieux, mais quelques-uns se parlaient à eux-mêmes et d'autres s'entretenaient d'une voix étrange, très basse et monocorde, leur conversation jaillissant en rafales puis retombant soudain jusqu'au silence, chacun marmonnant ses propres pensées et ne faisant guère attention aux paroles de son voisin. Tout au bout se trouvait un petit brasier de charbon de bois, auprès duquel, sur un trépied de bois, était assis un vieil homme, grand et mince, le menton posé sur les deux poings et les coudes sur les genoux, qui regardait fixement le feu. Quand j'entrai, un serviteur malais au teint cireux se précipita vers moi avec une pipe et une dose de drogue, tout en m'indiquant une couchette vide. « Merci, dis-je, je ne reste pas. Il y a ici un de mes amis, M. Isa Whitney, et je désire lui parler. » Il y eut un mouvement et une exclamation à ma droite, et en scrutant l'obscurité, j'aperçus Whitney, pâle, hagard et échevelé, qui me regardait fixement. « Mon Dieu, c'est Watson, dit-il. » Il était dans un état pitoyable, les nerfs en pelote. « Dites, Watson, quelle heure est-il » ? « Presque 11 heures. »« De quel jour » ? « Vendredi 19 juin. »« Dieu du ciel, je croyais que nous étions mercredi. »« Nous sommes mercredi. Pourquoi voulez-vous faire peur à un pauvre homme ?» Il se plongea la tête dans les mains et se mit à sangloter sur une note aiguë. « Je vous dis que nous sommes vendredi, mon vieux. Votre femme vous a attendu ces 2 derniers jours. Vous devriez avoir honte de vous. » « J'ai honte. Mais vous vous trompez, Watson, car je ne suis là que depuis quelques heures. 3 ou 4 pipes, j'ai oublié combien. Mais je vais rentrer avec vous. Je ne voudrais pas effrayer Kate. Pauvre petite Kate. Donnez-moi le bras. Vous avez un fiacre ? Oui, il y en a un qui m'attend. Alors je vais le prendre, mais je dois certainement quelque chose. Demandez combien je dois, Watson. Je ne me sens pas très bien. Je n'arrive à rien faire tout seul. Je marchais le long du passage étroit entre la double rangée de couchettes, retenant ma respiration pour ne pas inhaler les émanations ignobles et délétères de la drogue, cherchant des yeux le gérant. En passant devant le grand homme assis auprès du brasier, je sentis soudain qu'on tirait sur le pan de mon manteau et une voix murmura doucement. « Passez devant moi, puis retournez-vous. » Les mots sonnèrent distinctement à mon oreille. Je baissai les yeux. Il ne pouvait provenir que de l'homme à côté de moi, et pourtant il avait désormais l'air absorbé comme jamais, très mince et très ridé, courbé par l'âge, une pipe à opium pendant entre ses genoux comme si, par pure lassitude, il avait fini par la laisser glisser de ses doigts. Je fis 2 pas en avant et regardai derrière moi. Je dus faire un gros effort pour retenir un cri de stupéfaction. Il avait tourné le dos de manière à ce que personne ne puisse le voir en dehors de moi. Son corps avait forci, ses rides avaient disparu, les yeux ternes avaient retrouvé leur flamme, et là, assis à côté du feu, souriant devant ma surprise, se trouvait rien moins que Sherlock Holmes. Il fit un petit geste pour que je m'approche de lui, puis, se tournant à moitié vers le groupe à nouveau, il s'affaissa instantanément dans une attitude de sénilité gâteuse, la lippe pendante. « Holmes, murmurai-je, que diable faites-vous dans cet antre ?»« Aussi bas que possible, répondit-il. J'ai une ouïe excellente. Si vous aviez la grande bonté de nous débarrasser de votre ami le drogué, je serais extrêmement content d'avoir une petite discussion avec vous. Un fiacre m'attend dehors. Alors faites reconduire notre ami chez lui, je vous en prie. Vous pouvez sans crainte avoir confiance en lui, car il me paraît trop ramolli pour faire quoi que ce soit de grave. Je vous suggère également de faire parvenir un petit mot à votre femme par l'intermédiaire du cocher, pour lui dire que vous partagez mon sort. Si vous voulez bien m'attendre dehors, je vous rejoindrai dans 5 minutes. » Il était difficile de refuser une requête de Sherlock Holmes, car elles étaient toujours très précises et formulées avec une tranquille autorité. Je considérais cependant qu'une fois Whitney en sécurité dans le fiacre, ma mission était pratiquement accomplie, et pour le reste, je ne pouvais rien espérer de mieux que de me retrouver associé à mon ami dans l'une de ces aventures singulières qui constituaient la routine de son existence. En quelques minutes, j'avais rédigé mon mot, payé la note de Whitney, l'avais conduit au fiacre et regardé s'éloigner dans l'obscurité. Très peu de temps après, une silhouette décrépite avait émergé de la fumerie d'opium et je descendais la rue avec Sherlock Holmes. L'espace de 2 rues, il se traîna le dos courbé et le pas mal assuré. Puis, jetant un rapide coup d'œil autour de lui, il se redressa et éclata d'un grand rire franc. « Je suppose, Watson, dit-il, que vous pensez que je fume désormais de l'opium, en plus des injections de cocaïne et de toutes les autres petites faiblesses
sur lesquels vous m'avez gratifié de vos considérations médicales. J'ai en effet été surpris de vous trouver là, mais pas plus que moi de vous y trouver. Je suis venu pour y chercher un ami, et moi pour chercher un ennemi. Un ennemi ? Oui, l'un de mes ennemis naturels, ou devrais-je dire ma proie naturelle. En bref, Watson, je suis au milieu d'une enquête très remarquable et j'ai espéré trouver un indice dans les divagations incohérentes de ces drogués, comme je l'ai déjà fait auparavant. Si l'on m'avait reconnu dans cette fumerie, je n'aurais pas donné cher de ma vie, car je me suis servi de ce bouge dans le passé pour mes propres fins, et le gredin de Lascar qui en est le tenancier a juré de se venger de moi. Il existe une trappe à l'arrière du bâtiment, près de l'angle du quai Saint-Paul, qui pourrait en compter de belles sur tout ce qu'elle a vu passer par les nuits sans lune. Quoi ? Vous ne voulez pas dire des cadavres ? Mais si, des cadavres, Watson. Nous serions riches si on nous donnait 1000 livres pour chacun des pauvres diables qu'on a achevés dans ce bouge. Il n'y a pas de plus ignoble coupe-gorge le long du fleuve, et je crains fort que Neuville-Saint-Clair y ait pénétré pour ne plus le quitter. Mais notre trappe devrait se trouver ici. Il mit les index entre ses dents et siffla d'une façon aiguë, signal auquel répondit dans le lointain un sifflement identique, et qui fut bientôt suivi d'un bruit de roues et de sabots. « Et maintenant, Watson, dit Holmes, tandis qu'une longue carriole s'avançait rapidement dans l'obscurité en projetant 2 traits de lumière jaune par ses lanternes latérales, vous allez venir avec moi, n'est-ce pas ? Si je peux être utile. Oh, un camarade loyal est toujours utile, et un chroniqueur plus encore. Ma chambre aux cèdres possède 2 lits. Les cèdres ? Oui, c'est la maison de M. Sinclair, j'y demeure le temps de mener mon enquête. Où est-ce donc ? Près de Lee, dans le Kent. Nous avons un trajet de 11 kilomètres à faire. Mais je suis dans l'ignorance la plus complète. Bien sûr, mais vous saurez tout d'ici peu. Montez. C'est bon, John, nous n'aurons pas besoin de vous. Voici une demi-couronne. Venez me chercher demain vers 11 heures. Lâchez la bride, allez, au revoir. Il donna un petit coup de fouet au cheval, et nous filâmes à travers une interminable succession de rues sombres et désertes qui s'élargissaient graduellement jusqu'à un large pont à balustrade que nous franchîmes au galop, tandis que le fleuve boueux coulait paresseusement au-dessous de nous. Plus loin s'étendait un autre désert de briques et de mortiers, dont le silence n'était rompu que par le pas lourd et régulier de l'agent de police ou par les chants et les cris de quelques groupes de fêtards attardés. Des nuées grises traversaient lentement le ciel et 1 ou 2 étoiles scintillaient faiblement çà et là dans une trouée. Holmes conduisait sans un mot, la tête inclinée sur la poitrine, l'air d'un homme perdu dans ses pensées, tandis que j'étais assis auprès de lui, curieux de connaître cette nouvelle énigme qui semblait mettre si cruellement à l'épreuve ses facultés, mais en même temps désireux de ne pas interrompre le cours de ses pensées. Nous avions couvert plusieurs kilomètres et nous approchions des confins de la ceinture de villas de la banlieue quand il se secoua, haussa les épaules et alluma sa pipe avec l'air de celui qui s'est convaincu qu'il agit pour le mieux. « Vous avez un don immense pour le silence, Watson, dit-il. Cela fait de vous un compagnon inestimable. Ma parole, c'est une excellente chose pour moi d'avoir quelqu'un à qui parler, car mes propres pensées ne sont pas des plus plaisantes. J'étais en train de me demander ce que je vais pouvoir dire ce soir à cette chère petite dame quand elle m'attendra à la porte. Vous oubliez que je ne suis au courant de rien. Je vais juste avoir le temps de vous exposer les faits avant d'arriver à Lee. Cela semble absurdement simple et pourtant, malgré tout, je ne trouve rien sur quoi m'appuyer. Il y a une quantité de fils, c'est certain, mais je suis incapable d'en saisir une des extrémités. Maintenant je vais vous exposer le cas avec clarté et concision, Watson, et peut-être verrez-vous une étincelle là où tout n'est que ténèbres pour moi. Alors allez-y. Il y a quelques années, en mai 1884 pour être précis, vint à Lee un monsieur du nom de Neuville-Saint-Clair qui paraissait avoir beaucoup d'argent. Il prit une grande villa, arrangea très joliment la propriété et, d'une façon générale, y vécut sur un terrain confortable. Progressivement, il se fit des amis dans le pays et en 1887, il épousa la fille d'un brasseur du voisinage dont il eut à ce jour 2 enfants. Il était sans profession, mais il détenait des intérêts dans plusieurs sociétés et se rendait systématiquement en ville le matin pour rentrer chaque soir par le train de 5h14 à la gare de Cannon Street. Monsieur Sinclair a aujourd'hui 37 ans. C'est un homme aux habitudes sobres, un bon mari, un père très affectueux et un homme très estimé de tous ceux qui le connaissent. Je pourrais ajouter que le total de ses créances s'élève à l'heure actuelle, pour autant que nous le sachions, à 88 livres et 10 shillings, alors qu'il a à son crédit 220 livres à la Capital and Counties Bank.
Il n'y a par conséquent aucune raison de penser que les problèmes d'argent le tourmentent. Lundi dernier, M. Neville Sinclair s'est rendu à Londres un peu plus tôt que d'habitude et déclara avant de partir avoir 2 importantes commissions à faire et qu'il rapporterait à son petit garçon une boîte de cubes. Mais par le plus grand des hasards, sa femme reçut un télégramme ce même lundi, très peu de temps après son départ, l'informant qu'un petit paquet d'une valeur considérable qu'elle attendait était à sa disposition dans les bureaux de l'Aberdeen Shipping Company. Or, si vous êtes familier de Londres, vous savez que les bureaux de cette société se trouvent dans Fresno Street, une rue qui part de Upper Swandon Lane, là où vous m'avez trouvé ce soir. Madame Sinclair a déjeuné, est partie en ville, a fait quelques courses, s'est rendue au bureau de la société et s'est retrouvée à 4h35 exactement dans Swandon Lane sur le chemin du retour vers la gare. Me suivez-vous jusque-là ? C'est très clair. Si vous vous en souvenez, il faisait extrêmement chaud ce lundi-là, et Madame Sinclair marchait lentement, jetant un œil autour d'elle dans l'espoir d'apercevoir un fiacre, car elle n'aimait guère le quartier dans lequel elle se trouvait. Tandis qu'elle descendait ainsi Swandon Lane, elle entendit soudain une exclamation ou un cri perçant, et son sang se glaça à la vue de son mari qui la regardait et, à ce qui lui sembla, lui faisait des signes d'un premier étage par la fenêtre. Celle-ci était ouverte et elle vit distinctement son visage, qu'elle décrivit comme terriblement agité. Il remua les mains frénétiquement dans sa direction, puis disparut de la fenêtre si soudainement qu'il lui sembla qu'il avait été tiré en arrière par une force irrésistible. Le point singulier qui attira son rapide coup d'œil féminin, c'était que son mari, bien qu'il portât un vêtement sombre, comme le matin lorsqu'il était parti en ville, n'avait ni col ni cravate. Convaincue qu'il lui était arrivé quelque chose, elle dévala les marches, car la maison n'était autre que cette fumerie d'opium où vous m'avez trouvé ce soir, et, traversant en courant la pièce de devant, entreprit de grimper les escaliers menant au premier. Mais au pied des marches, elle rencontra cette canaille de Lascar dont j'ai parlé, qui la repoussa et, avec l'aide d'un Danois qui lui sert d'aide, la refoula dans la rue. Saisie de crainte et de doutes des plus affolants, elle redescendit la ruelle en courant et, par une chance incroyable, rencontra dans Fresno Street un groupe d'agents de police et un officier qui partaient faire leur ronde. L'officier ainsi que 2 hommes y retournèrent avec elle, et malgré la résistance obstinée du propriétaire, ils parvinrent dans la pièce où M. Sinclair avait été aperçu. On n'y trouva aucune trace de lui. En fait, dans tout l'étage, on ne découvrit personne, excepté un misérable infirme d'apparence hideuse qui réside là, semble-t-il. Le Lascar et lui jurèrent leur grand Dieu que personne d'autre ne s'était trouvé dans la pièce de devant cet après-midi-là. Leur dénégation était si sincère que l'officier en fut stupéfait et commençait presque à croire que Madame Sinclair s'était fait des idées lorsque tout à coup, poussant un cri, elle se jeta sur un petit carton d'emballage qui se trouvait sur la table et en arracha le couvercle. Il s'en échappa une pluie de cubes pour enfants. C'était le jouet qu'il avait promis de rapporter à la maison. Cette découverte ainsi que l'embarras évident montré par l'infirme firent prendre conscience à l'officier que l'affaire était sérieuse. Les pièces furent soigneusement examinées et tous les éléments laissent croire à un crime abominable. La pièce de devant, sobrement meublée et servant de salon, menait à une petite chambre à coucher donnant sur l'arrière d'un quai. Entre ce quai et la fenêtre de la chambre, il y a un bras d'eau étroit, sec à marée basse mais recouvert à marée haute par au moins 1,30 m d'eau. La fenêtre de la chambre est large et s'ouvre vers le bas. Après examen, on trouva des traces de sang sur le rebord et plusieurs gouttes éparses étaient visibles sur le plancher. Jetés derrière un rideau de la pièce du devant se trouvaient tous les vêtements de M. Neville Sinclair, à l'exception de son veston. Ses chaussures, ses chaussettes, son chapeau, sa montre, tout y était. Il n'y avait aucun signe de violence sur ses vêtements, ni aucune trace de M. Neville Sinclair. C'est par la fenêtre qu'il avait dû sortir, car on ne put découvrir aucune autre issue, et les sinistres marques de sang sur le rebord laissaient peu d'espoir qu'il ait pu s'en tirer en nageant, car la marée était au plus haut moment de la tragédie. Et maintenant parlons des bandits qui semblent directement impliqués dans l'affaire. Le Lascar était connu pour ses antécédents les plus sinistres, mais, comme on savait, grâce au récit de Madame Sinclair, qu'il se trouvait au pied de l'escalier quelques secondes après l'apparition de son mari à la fenêtre, il pouvait difficilement avoir joué un rôle autre que secondaire dans le crime. Pour sa défense, il déclara ignorer absolument tout, et il nia avoir eu connaissance des agissements de Hugh Boone, son locataire, et qu'il ne pouvait en aucun cas justifier la présence des habits de l'homme qui avait disparu. Voilà pour le gérant indien. Maintenant passons au sinistre infirme qui vit au premier étage de la fumerie d'opium, et qui fut certainement le dernier humain à avoir posé le regard sur Neville Sinclair. Son nom est Hugh Boone, et son visage hideux est familier à quiconque se rend souvent dans la City.
C'est un mendiant professionnel, bien que pour contourner les réglementations policières, il prétende tenir un petit commerce de boîtes d'allumettes. En descendant un peu dans Threadneedle Street, sur le trottoir de gauche, il y a, comme vous l'avez peut-être observé, un petit renfoncement dans le mur. C'est là que la créature s'assoit tous les jours, jambes croisées, avec son petit stock d'allumettes sur son giron, et comme c'est un spectacle à faire pitié, une petite pluie charitable tombe dans la casquette de cuir graisseuse posée devant lui sur le trottoir. J'ai observé cet individu plus d'une fois, avant même de penser un jour faire sa connaissance dans l'exercice de ma profession, et j'ai été surpris de la récolte qu'il avait amassée en peu de temps. Son apparence est si extraordinaire, voyez-vous, que personne ne peut passer devant lui sans le remarquer. Une touffe de cheveux d'un roux vif, un visage pâle et défiguré par une terrible cicatrice qui, en se contractant, a retourné le bord extérieur de sa lèvre, un menton de bulldog et des yeux noirs très pénétrants qui présentent un contraste singulier avec la couleur de ses cheveux. Tout cela le distingue de la masse des mendiants ordinaires, comme d'ailleurs son esprit, car il a toujours de la répartie lorsque des passants viennent à le taquiner. C'est l'homme dont nous venons d'apprendre qu'il était le locataire de la fumerie d'opium et qu'il est le dernier à avoir vu le monsieur que nous recherchons. Mais un infirme, dis-je, qu'a-t-il bien pu faire avec un seul bras contre un homme dans la force de l'âge? C'est un infirme dans le sens où il se traîne en marchant, mais sous tous les autres aspects, il apparaît être quelqu'un de puissant et en bonne santé. Il est probable, Watson, que votre expérience médicale vous a appris que la faiblesse d'un membre est souvent compensée par une force exceptionnelle dans les autres. Je vous en prie, continuez votre récit. Madame de Neuville-Sinclair s'était évanouie à la vue des taches de sang sur la fenêtre, et elles furent accompagnées chez elle en fiacre par la police, puisque sa présence ne pouvait en rien leur être utile dans l'enquête. L'inspecteur Barton, qui était chargé de l'affaire, a pratiqué un examen très poussé des lieux, mais sans rien trouver qui ait apporté une quelconque lumière sur l'affaire. On avait commis une faute en n'arrêtant pas Boone sur le champ, car cela lui donna quelques minutes pendant lesquelles il eut la possibilité de communiquer avec son ami le Lascar, mais on remédia vite à cette erreur, et il fut arrêté et fouillé sans qu'on ne trouvât rien qui permît de l'incriminer. Il y avait, c'est vrai, quelques traces de sang sur la manche droite de sa chemise, mais il exhiba son annulaire qui était écorché près de l'ongle et expliqua que le sang provenait de là. Il ajouta qu'il s'était rendu à la fenêtre peu de temps auparavant et que les taches de sang que l'on y avait remarquées avaient sans doute la même origine. Il nia vigoureusement avoir jamais vu M. de Neuville-Sinclair et jura que la présence des vêtements dans sa chambre était autant un mystère pour lui que pour la police. En réponse à l'affirmation de Madame Sinclair qu'elle avait bel et bien vu son mari à la fenêtre, il déclara qu'elle devait être folle ou bien avoir rêvé. Il fut emmené au poste de police malgré ses vives protestations, pendant que l'inspecteur demeurait sur les lieux, dans l'espoir que la marée descendante lui apporterait peut-être quelque nouvel indice. Et ce fut le cas, bien qu'ils ne trouvèrent guère sur la rive boueuse ce qu'ils avaient craint d'y trouver. C'était le veston de Neuville-Sinclair, et non Neuville-Sinclair, qui apparut lorsque la marée se fut retirée. Et que croyez-vous qu'ils trouvèrent dans les poches? Je ne vois pas. Non, je crois que vous ne pourriez le deviner. Chaque poche était remplie de pièces de 1 ou d'un demi-penny, 421 pièces d'un penny et 270 pièces d'un demi-penny. Guère étonnant qu'il n'ait pas été emporté par la marée. Mais un corps humain, c'est une autre affaire. Il y a un sacré remous entre le quai et la maison. Il est apparu assez vraisemblable que le vêtement lesté était resté, alors que le corps déshabillé avait été emporté par le fleuve. Mais j'ai cru comprendre que tous les autres vêtements avaient été trouvés dans la chambre. Le corps aurait-il été vêtu de son seul veston? Non, monsieur, mais les faits pourraient se révéler assez spécieux. À supposer que ce Boone ait balancé Neuville-Sinclair par la fenêtre, aucun témoin n'a pu surprendre son geste. Que fait-il alors? Il prend bien sûr aussitôt conscience qu'il lui faut se débarrasser des habits compromettants. Il se saisit alors du veston et s'apprête à le jeter lorsqu'il lui vient à l'esprit qu'il va flotter et non couler. Il a très peu de temps, car il a entendu l'échauffourée en bas lorsque la femme a essayé de se frayer un chemin vers les étages. Et peut-être a-t-il entendu son complice, le Lascar, le prévenir que la police accourait dans la rue. Il n'y a pas un instant à perdre. Il se précipite vers quelque cachette secrète où il a accumulé les fruits de sa mendicité et fourre dans les poches toutes les pièces sur lesquelles il peut mettre la main pour être certain que le manteau coule. Il le jette dehors et en aurait fait de même avec les autres vêtements s'il n'avait entendu des pas précipités dans l'escalier et il a eu juste le temps de fermer la fenêtre à l'arrivée de la police. Cela paraît plausible. Bon, nous prendrons cela comme hypothèse de travail, faute de mieux. Boone, comme je vous l'ai dit, fut arrêté et emmené au poste, mais on ne put rien trouver de répréhensible dans son passé. Il était connu depuis des années en tant que mendiant professionnel, mais sa vie semble avoir toujours été fort calme et tranquille. Voilà où en est l'affaire pour le moment, et les questions qui se posent.
Ce que Neville Sinclair faisait dans la fumerie d'opium, ce qui a bien pu lui arriver, l'endroit où il se trouve en ce moment, et ce que Hugh Boone a à voir avec sa disparition, tout ceci est toujours loin d'être résolu. J'avoue que je ne me souviens pas d'avoir, de toute ma carrière, rencontré un seul cas qui apparaît aussi simple à première vue et qui présente pourtant autant de difficultés. Pendant que Sherlock Holmes relatait cette singulière suite d'événements, nous avions traversé la banlieue de la grande ville jusqu'à laisser derrière nous les dernières rangées de maisons, et nous avancions avec fracas le long d'une route campagnarde. Au moment même où il en terminait, cependant, nous traversâmes 2 villages clairsemés où quelques lumières luisaient encore aux fenêtres. « Nous sommes aux abords de Lee, dit mon ami. Nous sommes passés par 3 comtés au cours de notre petit trajet, en commençant par le Middlesex, puis nous avons traversé un angle du Surrey et nous terminons dans le Kent. Vous voyez cette lumière à travers les arbres ? Ce sont les cèdres, et à côté de cette lanterne est assise une femme anxieuse qui, sans nul doute, a déjà entendu les sabots de notre cheval. Mais pourquoi ne dirigez-vous pas l'enquête depuis Baker Street ? Parce qu'il y a de nombreuses enquêtes qui doivent être effectuées en dehors. Madame Sinclair a très gentiment mis 2 chambres à ma disposition, et vous pouvez être assuré qu'elle n'aura que de la bienveillance pour mon collègue et ami. Je répugne à aller la trouver, Watson, alors que je n'ai pas de nouvelles de son mari. Nous y sommes. Oh là, oh là. Nous nous étions arrêtés devant une grande villa qui s'élevait sur un terrain indépendant. Un garçon d'écurie était accouru pour arrêter le cheval, et, bondissant du fiacre, je suivis Holmes sur le gravier du petit chemin sinueux qui menait à la maison. Comme nous nous approchions, la porte s'ouvrit sur une petite femme blonde qui se tenait dans l'embrasure, vêtue d'une sorte de mousseline de soie légère, avec une touche de peluche rose au cou et aux poignets. Sa silhouette immobile se découpait dans le flot de lumière, une main sur la porte, l'autre à moitié dressée dans un petit geste d'impatience, le corps légèrement incliné, la tête et le visage tendus, les yeux empressés, les lèvres entr'ouvertes, image même de l'interrogation. « Alors » s'écria-t-elle, « alors ?» Puis en voyant que nous étions 2, elle poussa un cri d'espérance qui se meut en grognement quand elle vit mon compagnon secouer la tête et hausser les épaules. « Pas de bonnes nouvelles ? » ?»« Aucune. »« Pas de mauvaises non plus ? » ?»« Non. »« Que Dieu soit loué. Mais entrez, vous devez être fatigué, car vous avez eu une longue journée. Voici mon ami, le docteur Watson. Son aide m'a été très précieuse dans plusieurs affaires, et un heureux hasard a permis que je l'emmène avec moi et l'associe à cette enquête. « Je suis enchanté de vous rencontrer, dit-elle en me serrant chaleureusement la main. Vous pardonnerez, j'en suis sûr, si nous manquons un certain devoir, étant donné le coup qui nous a si soudainement frappés. Ma chère madame, dis-je, je suis un ancien combattant, et même si je ne l'étais pas, j'ai pleinement conscience que les excuses sont superflues. Si je puis vous être utile, ou à mon ami ici présent, je serais vraiment ravi. Maintenant, monsieur Sherlock Holmes, dit la dame tandis que nous entrions dans une salle à manger bien éclairée, sur la table de laquelle on avait installé un souper froid, j'aimerais beaucoup vous poser 1 ou 2 questions très franches, auxquelles je vous prierai de répondre d'une manière également très franche. Certainement, madame. Ne vous occupez pas de ce que je ressens. Je ne suis pas hystérique, ni de nature à m'évanouir. Je désire simplement entendre votre opinion, votre véritable opinion. Sur quel point ? Du fond de votre cœur. Pensez-vous que Neville soit vivant ? Sherlock Holmes parut embarrassé par la question. « Franchement, s'il vous plaît, répéta-t-elle, debout sur le tapis et en le regardant fixement, alors qu'il était renversé en arrière dans un fauteuil en osier. « Alors franchement, madame, je ne le pense pas. Vous pensez qu'il est mort ? Je le pense. Assassiné ? Je ne dis pas cela, peut-être. Et quel jour est-il mort ? Lundi. Alors peut-être serez-vous assez bon, monsieur Holmes, pour m'expliquer comment il se fait que j'ai reçu de lui cette lettre aujourd'hui ? Sherlock Holmes bondit de son fauteuil, comme s'il avait reçu un coup de fouet. « Quoi » rugit-il. « Oui, aujourd'hui. » Elle était debout, souriante, et tenait en l'air un petit morceau de papier. « Puis-je le voir ?»« Bien sûr. » Il le lui arracha des mains dans son empressement et, l'aplatissant sur la table, il approcha la lampe et l'examina avec attention. J'avais quitté ma chaise et l'observais par-dessus son épaule. L'enveloppe très grossière avait été affranchie au bureau de poste de Gravesend, à la date du jour même, ou plutôt d'hier, car il était largement plus de minuit. « Une écriture bien fruste, » murmura Holmes. « Ce n'est certainement pas l'écriture de votre mari, madame. »« Non, mais celle du contenu est bien la sienne. » Je constate aussi que la personne qui a envoyé l'enveloppe a dû aller s'enquérir de l'adresse. À quoi voyez-vous cela ? Le nom, voyez-vous, est écrit avec une encre parfaitement noire qui a séché toute seule. Le reste est d'une couleur grisâtre qui indique que l'on a utilisé du papier buvard. Si l'enveloppe avait été écrite d'un coup,
puis passé au buvard, aucun mot n'aurait cette teinte très noire. Cet homme a écrit le nom, puis un moment s'est écoulé avant qu'il n'écrive l'adresse, ce qui peut s'expliquer uniquement par le fait que l'adresse ne lui était pas familière. C'est un détail bien sûr, mais rien n'est plus important que les détails. Voyons la lettre maintenant. Ah, on y a joint quelque chose. Oui, il y avait une bague, sa chevalière. Et vous êtes sûr que c'est l'écriture de votre mari? C'est l'une de ses écritures. L'une? Son écriture lorsqu'il écrit précipitamment. Elle est très différente de son écriture habituelle, et pourtant je la reconnais bien. Ma très chère, n'aie nulle crainte, tout ira bien. On a commis une grosse erreur qu'il faudra peut-être un certain temps pour rectifier. Attends patiemment, Neville. Écrite au crayon sur la page de garde d'un livre, in octavo, sans filigrane. A été mise à la poste aujourd'hui à Gravesend par un homme qui avait le pouce sale. Ah, et la gomme de la fermeture a été léchée, si je ne m'abuse, par une personne qui avait chiqué du tabac. Et vous n'avez aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien de l'écriture de votre mari, madame? Pas le moindre doute. C'est Neville qui a écrit ces mots-là. Et ils ont été mis à la poste de Gravesend aujourd'hui. Eh bien, madame Sinclair, les nuages s'éclaircissent, bien que je ne me risquerai pas à dire que le danger soit derrière nous. Mais il doit être vivant, monsieur Holmes. À moins que ce ne soit là un faux très habile pour nous lancer sur une mauvaise piste. La bague, après tout, ne prouve rien. On peut la lui avoir prise. Non, c'est vraiment son écriture. D'accord, pourtant elle a pu être écrite lundi et postée seulement aujourd'hui. C'est possible. Si c'est le cas, bien des choses ont pu survenir depuis. Oh, il ne faut pas me décourager, monsieur Holmes. Je sais qu'il va bien. Il y a entre nous tant de complicité que je le sentirais s'il lui arrivait malheur. Le jour même où je l'ai vu pour la dernière fois, il s'est coupé alors qu'il était dans la chambre à coucher, et moi, bien qu'étant dans la salle à manger, je me suis précipité instantanément dans les escaliers, avec la certitude absolue que quelque chose venait de lui arriver. Croyez-vous que j'aurais réagi à une bagatelle comme celle-ci, mais que j'ignorerais sa mort? J'en ai vu trop pour ne pas savoir que l'intuition d'une femme peut avoir plus de valeur que la conclusion analytique d'un logicien. Et avec cette lettre, vous détenez évidemment une preuve très solide pour corroborer votre point de vue. Mais si votre mari est vivant et en mesure d'écrire des lettres, pourquoi resterait-il loin de vous? Je ne puis l'imaginer, c'est impensable. Et lundi, il n'a rien dit de particulier avant de vous quitter? Non. Et vous avez été surprise de le voir dans Swandon Lane? Très surprise. La fenêtre était-elle ouverte? Oui. Alors il vous a peut-être appelé. C'est vrai. Si j'ai bien compris, il a seulement poussé un cri inarticulé. Oui. Un appel au secours, avez-vous pensé? Oui, il faisait des signes avec les mains. Mais cela pouvait être un cri de surprise. Sa stupéfaction devant votre apparition inattendue a pu faire qu'il agite les mains. C'est possible. Et vous pensez qu'il a été tiré en arrière? Il a disparu si soudainement. Il a pu bondir en arrière. Vous n'avez vu personne d'autre dans la pièce? Non, mais cet homme horrible a avoué qu'il se trouvait là, et le lascar était au pied des marches. Exactement. Votre mari, autant que vous pouviez en juger, portait ses vêtements habituels? Mais sans col ni cravate. J'ai aperçu distinctement son cou à nu. A-t-il jamais parlé de Swandon Lane? Jamais. A-t-il jamais montré quelques signes indiquant qu'il avait consommé de l'opium? Jamais. Merci, madame Sinclair. Ce sont là les principaux points dont je souhaitais être absolument certain. Nous allons maintenant souper légèrement, puis nous nous retirerons, car il se peut que demain soit une journée chargée. Une chambre grande et confortable, pourvue de 2 lits, avait été mise à notre disposition. Et je me retrouvai rapidement entre les draps, car j'étais épuisé après cette nuit d'aventure. Sherlock Holmes était cependant un homme qui, lorsqu'il avait une énigme non résolue en tête, pouvait rester des jours et même toute une semaine sans dormir, à la tourner en tous sens, à réarranger les faits, à la considérer sous tous les angles, jusqu'à ce qu'il ait éclairci, ou bien qu'il se soit convaincu que ses informations étaient insuffisantes. Il me sembla bientôt évident qu'il se préparait à veiller toute la nuit. Il enleva sa veste et son gilet, enfila une grande robe de chambre bleue, puis déambula dans la chambre pour rassembler les oreillers de son lit et les coussins du canapé et des fauteuils. Il fabriqua ainsi une sorte de divan oriental sur lequel il se percha, assis en tailleur, un petit tas de tabac brun et une boîte d'allumettes posée devant lui. Dans la faible lumière de la lampe, je le vis assis là, une vieille pipe de bruyère entre les dents, les yeux vaguement fixés sur un coin du plafond, la fumée bleue ondulant au-dessus de lui, silencieux et immobile, des reflets lumineux sur ses traits aquilins nettement dessinés. Il était dans cette position quand je m'endormis, et je le retrouvai ainsi quand une exclamation soudaine m'éveilla, et je découvris la chambre baignant dans un soleil d'été. Il avait toujours sa pipe entre les dents, la fumée montait toujours en volute, et la pièce était remplie d'une épaisse fumée de tabac, mais il ne restait plus rien du tas de tabac que j'avais vu la veille.
Réveillé, Watson demanda-t-il. Oui. Vous êtes partant pour une course matinale? Certainement. Alors habillez-vous. Personne ne bouge encore, mais je sais où dort le garçon d'écurie et nous aurons bientôt la voiture. Il gloussait pour lui-même tout en me parlant, ses yeux pétillaient et il avait l'air d'un homme différent du sombre penseur de la veille. Tout en m'habillant, je regardais ma montre. Il n'y avait rien de surprenant à ce que personne ne bougeât encore. Il était 4h25. J'avais à peine terminé que Holmes revenait m'annoncer que le garçon était en train d'atteler le cheval. « Je veux mettre à l'épreuve l'une de mes petites théories, dit-il en enfilant ses bottes. Je crois, Watson, que vous êtes actuellement en présence d'un des plus parfaits idiots vivant en Europe. Je mérite qu'on me fasse avancer à coups de pied jusqu'à Charing Cross, mais je crois que je possède désormais la clé de l'affaire. »« Et où est-elle » demandai-je en souriant. « Dans la salle de bain, répondit-il. »« Oh si, je ne plaisante pas, continua-t-il devant mon air incrédule. J'en viens et je l'y ai prise, et je l'ai dans ce sac de voyage. Venez, mon cher, et nous verrons bien si elle entre dans la serrure ou non. » Nous descendîmes aussi discrètement que possible, puis sortîmes dans l'éclatant soleil du matin. Le cheval et la carriole se trouvaient sur la route, avec à sa tête le garçon d'écurie à moitié habillé. Nous sautâmes dans la voiture et nous élançâmes à toute vitesse sur la route de Londres. Quelques carrioles avançaient, chargées de légumes pour la capitale, mais la rangée de villas sur chaque côté était silencieuse et sans vie, comme dans une ville que l'on voit en rêve. « Sous certains aspects, cette affaire aurait été singulière, dit Holmes en fouettant le cheval pour le lancer au galop. J'avoue que j'étais aussi aveugle qu'une taupe, mais il vaut mieux acquérir la sagesse tardivement plutôt que jamais. En ville, les premiers lève-tôt commençaient tout juste à mettre le nez à la fenêtre, encore à moitié endormis, alors que nous traversions les rues de la rive du Surrey. Empruntant la route du pont de Waterloo, nous traversâmes le fleuve et filâmes dans Wellington Street, où nous tournâmes brusquement à droite, pour nous retrouver dans Bow Street. Sherlock Holmes était bien connu de la police, et les deux agents à la porte le saluèrent. L'un d'eux tint la bride du cheval, tandis que l'autre nous conduisait à l'intérieur. « Qui est de service » demanda Holmes. « L'inspecteur Badstreet, monsieur. »« Ah, Badstreet, comment allez-vous » Un fonctionnaire grand et corpulent s'était avancé dans le couloir dallé, habillé d'une casquette à visière et d'une veste à brandebourg. « Je voudrais vous dire deux mots, Badstreet. »« Bien sûr, monsieur Holmes. Entrez donc chez moi. » C'était une petite pièce aménagée en bureau, un énorme registre posé sur la table et un téléphone accroché au mur. L'inspecteur s'assit à sa table. « Que puis-je pour vous, monsieur Holmes ? Je suis venu à propos de ce mendiant Boone, celui qui est accusé d'être impliqué dans la disparition de monsieur Neville Sinclair, de Lee. Oui, on l'a amené ici hier et on le garde en détention en attendant la suite de l'enquête. C'est ce qu'on m'a dit. Il est ici ? En cellule. Est-il calme ? Oh, il ne me cause aucun souci, mais le coquin est d'un sale. Sale ? Oui, tout ce que nous parvenons à lui faire faire, c'est se laver les mains, et il a le visage aussi noir que celui d'un romanichel. Une fois que son cas sera réglé, il aura droit à un bon bain de prison réglementaire, et je crois que si vous le voyez, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il en a besoin. J'aimerais beaucoup le voir. Vraiment ? C'est facile, venez par ici, vous pouvez laisser votre sac. Non, je crois que je vais le prendre. Très bien, venez par ici s'il vous plaît. Il nous conduisit le long d'un couloir, ouvrit une porte munie de barreaux, descendit un escalier en colimaçon et nous amena jusqu'à un passage blanchi à la chaux comportant une rangée de portes de chaque côté. « La sienne est la troisième à droite, dit l'inspecteur. Nous y voilà. » Il fit glisser sans bruit un panneau sur la partie haute de la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Il dort, dit-il. On peut le voir, très bien. » Nous regardâmes tous deux à travers le grillage. Le prisonnier était couché, le visage tourné vers nous, très profondément endormi, respirant lentement et bruyamment. C'était un homme de taille moyenne, grossièrement vêtu, comme il convenait à sa profession, d'une chemise de couleur qui dépassait par un accroc de son veston en haillons. Il était, comme le policier l'avait dit, extrêmement sale, mais la crasse qui recouvrait son visage ne pouvait cacher sa laideur repoussante. Une large zébrure, résultant d'une vieille cicatrice, courait de l'œil au menton, et, en se contractant, elle avait repoussé une partie de la lèvre supérieure, de telle sorte que 3 de ses dents restaient visibles dans un rictus permanent et hargneux. Une tignasse de cheveux d'un roux vif lui descendait sur les yeux et sur le front. « C'est une beauté, n'est-ce pas » dit l'inspecteur. « Il a d'évidence besoin d'un bain, observa Holmes. Je m'en doutais, j'ai pris la liberté de me munir de mon attirail. » Il ouvrit son sac de voyage tout en parlant et en sortit, à mon grand étonnement, une très grosse éponge de bain. « Hé, vous êtes un rigolo, vous, gloussa l'inspecteur. Et maintenant, si vous aviez l'immense bonté d'ouvrir cette porte tout doucement, nous allons rapidement lui redonner une figure beaucoup plus respectable. » « Oh, après tout, pourquoi pas » dit l'inspecteur. « Il ne fait guère honneur aux cellules de Bow Street, n'est-ce pas ?» Il glissa sa clé dans la serrure et nous pénétrâmes tous sans bruit dans la cellule.
Le dormeur se retourna à moitié et replongea tout de suite dans un profond sommeil. Holmes se pencha sur la cruche à eau, imbiba son éponge, et à 2 reprises il la frotta vigoureusement sur le visage du prisonnier, de haut en bas et de droite à gauche. « Permettez-moi de vous présenter, s'écria-t-il, monsieur Neville Sinclair, de Lee dans le comté de Kent. » Jamais de ma vie je n'ai vu un tel spectacle. Le visage de l'homme s'éplucha sous l'éponge, comme l'écorce d'un arbre. L'épaisse teinte marron était partie, disparut également l'horrible cicatrice qui lui entaillait le visage, et la lèvre retroussée qui lui donnait ce rictus repoussant. Un petit coup sec fit tomber les cheveux roux emmêlés, et, devant nous, assis dans son lit, il ne resta plus qu'un homme pâle, le visage triste et l'air distingué, les cheveux bruns et la police, qui se frottait les yeux et regardait tout autour de lui à la fois ahuri et endormi. Puis, comprenant tout à coup qu'il était démasqué, il poussa un cri perçant et se retourna sur sa couchette, le visage contre l'oreiller. « Bon Dieu !» s'écria l'inspecteur, « c'est bien le disparu, en effet. Je le reconnais par sa photographie. » Le prisonnier se retourna avec la mine téméraire d'un homme qui s'abandonne entre les mains du destin. « Qu'il en soit ainsi, dit-il. Voulez-vous bien me dire de quoi on m'accuse ? » « D'avoir supprimé M. Neville. Oh, attendez, on ne peut pas vous accuser de cela, à moins de considérer l'affaire comme une tentative de suicide, dit l'inspecteur en affichant un large sourire. Eh bien, cela fait 27 ans que je suis dans la police, mais là, c'est le bouquet. Si je suis Neville Sinclair, alors il est évident qu'aucun crime n'a été commis, et que je suis détenu illégalement. Aucun crime, mais une grave erreur, dit Holmes. Vous aurez mieux fait de faire confiance à votre femme. Ce n'est pas l'épouse, ce sont les enfants, grogna le prisonnier. Que Dieu me vienne en aide. Je ne veux pas qu'ils aient honte de leur père. Mon Dieu, quel scandale, que puis-je faire ? Sherlock Holmes prit place à côté de lui sur le grabat et lui tapa gentiment sur l'épaule. Si vous laissez une cour de justice régler l'affaire, dit-il, il sera bien évidemment difficile d'éviter toute publicité. En revanche, si vous parvenez à convaincre les instances policières qu'elles n'ont rien à vous reprocher, je ne vois aucune raison pour que les détails parviennent jusqu'aux journaux. L'inspecteur Bradstreet va, j'en suis sûr, prendre note de tout ce que vous pourrez nous dire et le soumettra aux autorités compétentes. L'affaire n'arrivera donc jamais jusqu'au tribunal. « Que Dieu vous bénisse !» s'écria le prisonnier avec joie. « J'aurais enduré la prison, oui, même l'exécution, plutôt que de laisser mon misérable secret souiller ma réputation auprès de mes enfants. Vous êtes les premiers à entendre mon histoire. Mon père dirigeait une école à Chesterfield, où je reçus une excellente éducation. J'ai voyagé dans ma jeunesse, j'ai fait un peu de théâtre, et finalement je suis devenu journaliste dans un quotidien du soir à Londres. Un jour, mon rédacteur en chef désira avoir une série d'articles sur la mendicité dans la capitale, et je me proposais pour les réaliser. C'est ainsi qu'ont démarré toutes mes aventures. Ce n'était qu'en essayant de mendier en amateur que je pouvais observer les faits sur lesquels construire mes articles. Quand j'étais acteur, j'avais, naturellement, appris tous les secrets du maquillage, et ce talent m'avait rendu célèbre dans les coulisses. Je pouvais à présent en tirer parti. Je me grimais donc le visage, et pour avoir l'air aussi pitoyable que possible, je me confectionnais une belle cicatrice et maintins retroussé un côté de ma lèvre à l'aide d'une petite bande de sparadrap couleur chair. Puis, avec une perruque rousse et des vêtements appropriés, je me suis installé dans le coin le plus fréquenté de la City, officiellement pour vendre des allumettes, mais en réalité pour mendier. 7 heures durant, j'exerçais mon métier et quand je rentrais chez moi le soir, je découvris, à mon grand étonnement, que j'avais touché pas moins de 26 shillings et 4 pence. J'écrivis mes articles et ne pensais plus guère à cette aventure, jusqu'à ce que quelque temps plus tard j'endosse une traite pour un ami et reçoive une assignation de payer 25 livres. Je ne savais vraiment pas que faire pour me procurer cet argent, mais tout à coup me vint une idée. J'ai imploré une grâce de 15 jours à mon créancier, demandé un congé à mon employeur et passé cette période à mendier dans la City sous mon déguisement. En 10 jours j'avais l'argent et la dette était réglée. Bon, vous pouvez imaginer combien il était difficile de se remettre à un travail ardu pour 2 livres par semaine, quand je savais que je pouvais gagner autant en une seule journée rien qu'en me mettant un peu de peinture sur le visage, en posant ma casquette sur le trottoir et en restant tranquillement assis. La lutte entre ma fierté et l'argent fut longue, mais l'appât du gain finit par l'emporter. J'arrêtai le journalisme et m'assis jour après jour dans le recoin que j'avais choisi initialement, inspirant la pitié avec mon visage épouvantable et emplissant mes poches de petites monnaies. Seul un homme connaissait mon secret. C'était le tenancier d'un bouge sinistre où j'avais trouvé asile dans Swandon Lane et dont je pouvais chaque matin sortir sous l'aspect d'un mendiant immonde et le soir m'y transformer en un monsieur de la ville bien habillé. Cet individu, un lascar, était largement payé pour sa chambre, si bien que je savais qu'avec lui, mon secret ne craignait rien. J'ai bientôt constaté que je mettais des sommes considérables de côté. Je ne prétends pas que n'importe quel mendiant dans les rues de Londres peut gagner 700 livres par an.
ce qui est moins que ma récolte moyenne, mais je possédais des atouts exceptionnels, grâce à mon talent pour le maquillage et grâce aussi à une facilité de répartie qui s'améliora avec la pratique et fit de moi un personnage bien connu de la City. Toute la journée tombait sur moi une pluie de pièces d'un penny, agrémentée de piécettes d'argent, et la journée était bien mauvaise quand je n'arrivais pas à me faire de livres. À mesure que ma richesse croissait, je devins plus ambitieux, acquis une maison à la campagne, et finalement je me mariai sans que personne ne soupçonne ma véritable occupation. Ma chère femme savait que j'avais des affaires dans la City, elle n'en savait guère plus. Lundi dernier, j'avais fini ma journée et je m'habillais dans ma chambre au-dessus de la fumerie d'opium quand je regardai par la fenêtre et vis, avec horreur et surprise, que ma femme était là, debout dans la rue, ses yeux fixés sur moi. Je poussai un cri de surprise, levai les bras pour me cacher le visage et me précipitai vers mon confident, le Lascar, le suppliai d'empêcher quiconque de monter dans ma chambre. J'entendais en bas la voix de ma femme, mais je savais qu'elle ne pouvait pas monter. J'ôtai rapidement mes vêtements, enfilai ceux du mendiant et posai mon maquillage et ma perruque. Même les yeux d'une épouse ne pouvaient percer à jour un déguisement aussi achevé. Mais il me vint alors à l'esprit qu'on risquait de fouiller la chambre et que les vêtements risquaient de me trahir. J'ouvris brusquement la fenêtre, rouvrant par ce geste brusque une petite coupure que je m'étais faite dans la chambre à coucher le matin même. Puis je saisis mon veston, lesté par les pièces que je venais de transférer du sac en cuir dans lequel je transportais mes gains. Je le lançai par la fenêtre et il disparut dans la Tamise. Les autres vêtements auraient suivi, mais à ce moment-là il y eut une cavalcade d'agents dans les escaliers, et quelques minutes plus tard je constatai, plutôt avec soulagement, je l'avoue, qu'au lieu d'identifier en moi M. Neville Sinclair, j'étais arrêté pour son assassinat. Je ne crois pas avoir autre chose à vous expliquer. J'étais bien résolu à garder mon déguisement aussi longtemps que possible, d'où ma prédilection pour un visage crasseux. Sachant que ma femme serait terriblement angoissée, j'ôtai ma bague et la confiai au Lascar à un moment où aucun agent ne me surveillait, et l'accompagnai de quelques mots griffonnés à la hâte pour lui dire qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. « Ce billet ne lui est parvenu qu'hier, dit Holmes. Mon Dieu, quelle semaine elle a dû passer. La police surveillait ce Lascar, dit l'inspecteur Bradstreet, et je comprends parfaitement qu'il ait éprouvé quelques difficultés à poster une lettre sans qu'on le voie. Probablement l'a-t-il passé à un marin de ses clients, qui l'aura complètement oublié pendant quelques jours. C'est cela, dit Holmes en approuvant d'un mouvement de la tête. Cela ne fait pour moi aucun doute. Mais n'avez-vous jamais été poursuivi pour mendicité? De nombreuses fois, mais qu'était-ce qu'une amende pour moi? Il faut maintenant que ça cesse, dit Bradstreet. Si la police étouffe cette affaire, il ne devra plus y avoir de Hugues Boone. Je l'ai juré par le plus solennel des serments qu'un homme est capable de faire. Dans ce cas, je pense qu'il est probable que cela n'ira pas plus loin. Mais si on vous reprend, alors tout sera révélé. Je suis certain, monsieur Holmes, que nous vous devons beaucoup pour avoir résolu l'affaire. J'aimerais bien savoir comment vous parvenez à vos résultats. Je suis parvenu à celui-ci, dit mon ami, en m'asseyant sur 5 coussins et en fumant une once de tabac brun. Je pense, Watson, que si nous prenons un fiacre pour rejoindre Baker Street, nous y serons juste à l'heure pour le petit déjeuner.